Le 17 juillet 1999, vers 17h30, la famille Delcourt quitte le lac de Maine à Angers après un pique-nique banal. Julien et Marion, trentenaires souriants, rangent les jouets dans le coffre de leur Renault Laguna grise, tandis que Léa, 8 ans, et Maxime, 5 ans, courent encore autour des tables. Des promeneurs les voient replier le plaid, fermer la glacière, puis monter dans la voiture. Le moteur démarre, les portières claquent, et la Laguna s'engage sur la petite route qui longe le lac. 15 minutes séparent ce point de leur domicile situé rue des Lys, dans le centre-ville. Pourtant, la voiture ne franchira jamais ce trajet. Aucun voisin ne les voit rentrer, aucun appel ne parvient à leur répondeur et dès le lendemain matin, l'inquiétude s'installe. Les gendarmes lancent les premières recherches le 18 juillet, mobilisant une trentaine d'hommes pour ratisser les abords du lac, les parkings, les chemins forestiers. La Laguna reste introuvable, comme si elle s'était volatilisée entre deux virages. Les témoignages recueillis sont flous, contradictoires. Un automobiliste mentionne une voiture similaire arrêtée sur une aire de repos, mais le modèle ne correspond pas exactement. Un autre évoque un couple et 2 enfants à une station-service de Trélazé, à 8 km d'Angers. Mais l'heure ne colle pas avec celle du départ. Les enquêteurs explorent toutes les hypothèses. Accident, enlèvement, fuite volontaire, sans jamais parvenir à établir une certitude. Les semaines passent, puis les mois, et le dossier Delcourt devient l'un des mystères les plus troublants de la région. 13 ans plus tard, en octobre 2012, un employé municipal nettoie un box abandonné dans la zone industrielle de Montplaisir, au nord d'Angers. Sous des cartons moisis et des outils rouillés, il découvre une vieille caméra jetable, Kodak, recouverte de poussière. L'étiquette au dos est presque effacée, mais on devine encore une date manuscrite, juillet 1999. Intrigué, l'homme confie l'appareil à un laboratoire photo qui parvient à développer 12 clichés partiellement conservés. Sur l'un d'eux, pris en fin d'après-midi au bord du lac de Maine, apparaît la famille Delcourt. Julien porte un polo blanc, Marion a un foulard rouge, les enfants tiennent des raquettes de badminton. Mais en arrière-plan, légèrement flou, se tient une silhouette inconnue. Un homme debout près d'un arbre qui semble observer la scène. Ce détail, invisible pendant 13 ans, relance brutalement une enquête que tous croyaient enterrée. Avant de continuer, nous aimerions savoir d'où vous nous regardez. Prenez quelques secondes pour nous dire en commentaire dans quelle ville vous vous trouvez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Cela nous aide à mieux comprendre notre communauté et à adapter nos contenus. Si ce type d'histoire vous passionne, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Chaque geste compte pour nous permettre de continuer à raconter ces affaires oubliées, ces mystères que personne n'ose plus évoquer. Nous lisons tous vos messages, et vos hypothèses enrichissent souvent nos propres recherches. Alors n'hésitez pas à partager vos impressions, vos questions ou même vos doutes. Maintenant, revenons à notre histoire et plongeons dans les premiers jours de cette disparition qui a marqué Angers pour toujours. En juillet 1999, Angers est une ville paisible où les drames restent rares et les faits divers alimentent à peine les colonnes de la presse locale. Julien Delcourt, 34 ans, travaille comme technicien dans une entreprise de télécommunications installée près de la gare. Marion, 32 ans, enseigne le français au collège Chevreul, un établissement réputé du centre-ville. Ils vivent rue des Lys, dans un appartement au 2e étage d'un immeuble ancien avec leurs 2 enfants, Léa et Maxime. Les voisins les décrivent comme discrets, polis, jamais impliqués dans le moindre conflit. Leur quotidien semble banal, sans histoire, sans ennemis connus. Pourtant, ce samedi 17 juillet, tout bascule en quelques heures et leur vie ordinaire se transforme en énigme absolue. Le matin du 17, Julien charge la Laguna vers 9 h. Il prépare la glacière, y glisse des sandwichs, des fruits, quelques canettes. Marion s'occupe des enfants, leur applique de la crème solaire, vérifie qu'ils ont bien leur casquette. Vers 10h30, la famille prend la route en direction du lac de Maine, un site prisé des Angevins pour les pique-niques et les balades. Le temps est clair, chaud sans excès, idéal pour une sortie en famille. Plusieurs témoins les voient arriver au parking principal vers 11 h, puis installer leur plaid sous un grand chêne, à une 50aine de mètres du bord de l'eau. Rien, dans leur attitude, ne laisse deviner la moindre inquiétude. Julien joue au ballon avec Maxime. Marion lit un magazine près de Léa qui dessine sur un carnet.
L'après-midi s'écoule normalement. Vers 15 heures, un couple de retraités installés à proximité engage la conversation avec Marion. Ils discutent de la chaleur, des embouteillages, de la rentrée scolaire qui approche. Marion se montre souriante, détendue. Elle évoque son envie de partir en vacances en Bretagne début août. Julien, lui, discute brièvement avec un pêcheur venu s'installer au bord de l'eau. Tout semble normal, ordinaire, presque ennuyeux dans sa banalité. Personne ne remarque de tension, de dispute, de présence suspecte. Pourtant, quelques heures plus tard, cette journée parfaite deviendra le point de départ d'un mystère que personne ne parviendra à résoudre pendant 13 ans. Les Delcourt ignorent alors qu'ils vivent leurs dernières heures de vie ordinaire et que chaque geste, chaque sourire, chaque mot échangé seront bientôt passés au crible par des enquêteurs désespérés. Vers 17 heures, Julien commence à ranger les affaires. Il plie le plaid, ramasse les jouets, ferme la glacière. Marion aide Léa à enfiler son gilet. Maxime court encore un peu autour de l'arbre avant de monter dans la voiture. Plusieurs témoins voient la Laguna quitter le parking vers 17h30, rouler lentement sur la petite route qui contourne le lac, puis disparaître au premier virage. C'est la dernière fois que quelqu'un voit la famille Delcourt en vie. À partir de ce moment, plus aucune trace, plus aucun signe, plus aucun appel. Le trajet jusqu'à la rue des Lys ne devrait prendre qu'un quart d'heure, 20 minutes tout au plus en cas d'embouteillage. Mais la Laguna ne rentre jamais. Et personne, pendant 13 ans, ne saura ce qui s'est passé entre ce parking et ce domicile distant de seulement quelques kilomètres. Le lendemain matin, dimanche 18 juillet, le frère de Julien tente de joindre la famille par téléphone. Pas de réponse. Il insiste, rappelle plusieurs fois, puis décide de se rendre rue des Lys vers midi. La porte de l'appartement est fermée à clé, aucun bruit ne filtre de l'intérieur. Il alerte alors la gendarmerie qui dépêche une patrouille sur place. Les gendarmes constatent que le courrier s'accumule dans la boîte aux lettres, que personne n'a dormi dans les lits, que la voiture n'est pas garée sur la place habituelle. L'inquiétude monte rapidement. Les premières recherches sont lancées dans l'heure, mobilisant d'abord une dizaine d'hommes, puis une trentaine dès le lundi matin. On ratisse les abords du lac, les forêts voisines, les parkings isolés. On interroge les voisins, les collègues, les amis proches. Personne n'a vu ni entendu quoi que ce soit d'inhabituel. Et la Renault Laguna reste introuvable, comme avalée par le bitume. Les premiers jours de l'enquête se concentrent sur l'hypothèse d'un accident de la route. Les gendarmes explorent tous les chemins secondaires entre le lac de Maine et le centre-ville d'Angers, scrutent les fossés, les talus, les zones boisées susceptibles de dissimuler une voiture. Ils contactent les hôpitaux, les services d'urgence, les pompiers, pour vérifier qu'aucun accident impliquant une Laguna grise n'a été signalé dans la région. Les résultats sont négatifs. Aucune trace de tôle froissée, aucun débris sur les bas-côtés, aucun témoignage d'un choc ou d'une sortie de route. L'hypothèse de l'accident, pourtant la plus logique au départ, s'effondre rapidement. Si la famille Delcourt a eu un problème mécanique ou médical, cela ne s'est manifesté nulle part sur le trajet prévu. Les enquêteurs élargissent alors leurs recherches à un rayon de 50 km autour d'Angers. Ils interrogent les gérants de stations-service, les employés de péage, les riverains des axes routiers principaux. Un automobiliste mentionne avoir vu une Laguna grise stationnée sur une aire de repos près de Trélazé, vers 18 h le soir du 17 juillet. Mais lorsqu'on lui montre des photos de la voiture des Delcourt, il hésite, admet que la couleur était peut-être plus foncée, que la plaque d'immatriculation ne correspond pas tout à fait à ses souvenirs. Ce témoignage, bien que noté dans le dossier, ne mène à rien de concret. D'autres pistes émergent, tout aussi floues. Une femme affirme avoir vu des enfants pleurer dans une voiture à un feu rouge de Beaucouzé, mais elle ne peut ni confirmer l'heure, ni décrire les adultes présents. Le 22 juillet, soit 5 jours après la disparition, les gendarmes obtiennent l'autorisation de fouiller l'appartement des Delcourt rue des Lys. Ils espèrent y trouver des indices sur un éventuel projet de fuite, une lettre, un message, un indice quelconque expliquant ce départ précipité. Mais l'appartement ne révèle rien d'anormal. Les vêtements sont rangés dans les armoires. Les jouets des enfants traînent encore dans le salon. Le réfrigérateur contient des produits frais achetés le vendredi 16 juillet. Aucun signe de préparation, aucun document manquant, aucun compte bancaire vidé. Les relevés montrent que Julien et Marion n'ont effectué aucun retrait important dans les semaines précédant leur disparition. Leurs cartes de crédit
n'ont plus été utilisés après le 17 juillet. Tout indique une vie normale, brutalement interrompue sans raison apparente. Les collègues de Julien sont interrogés dès le début de la semaine suivante. Tous décrivent un homme sérieux, ponctuel, jamais impliqué dans des conflits professionnels. Il avait mentionné son intention de prendre des vacances début août, sans rien préciser de particulier. Aucun projet de déménagement, aucune difficulté financière connue. Les enseignants du collège Chevreul, où Marion travaillait, confirment qu'elle semblait épanouie, investie dans son métier, appréciée de ses élèves. Elle préparait des cours pour la rentrée de septembre, avait commandé des manuels scolaires quelques jours avant sa disparition. Rien dans son comportement ne laissait présager une rupture brutale avec sa vie quotidienne. Les enquêteurs en viennent à envisager une hypothèse plus sombre, celle d'un enlèvement. Cette piste criminelle change radicalement l'orientation de l'enquête. Les gendarmes cherchent désormais des ennemis potentiels, des rancunes anciennes, des dettes cachées. Ils interrogent les proches, les anciens voisins, les parents d'élèves du collège Chevreul. Personne ne mentionne de conflits graves, de menaces, de comportements inquiétants. Julien et Marion menaient une vie discrète, sans histoire, sans excès. Ils n'avaient pas d'ennemis connus, ne fréquentaient pas de milieux troubles, ne s'étaient jamais plaints de harcèlement ou de problèmes relationnels. L'hypothèse de l'enlèvement reste donc théorique, sans le moindre élément concret pour la soutenir. Les jours passent, les recherches se multiplient, mais aucune avancée significative ne se dessine. Le mystère reste entier, et la frustration des enquêteurs grandit. Le 2 août 1999, soit 16 jours après la disparition, un plongeur de la gendarmerie explore le lac de Maine. L'idée est de vérifier qu'aucune voiture n'a plongé dans l'eau sans que personne ne s'en aperçoive. Les zones profondes, près des berges escarpées, sont inspectées méthodiquement. Mais la laguna ne repose pas au fond du lac. Aucune épave, aucun débris, aucune trace de véhicule immergé. Cette hypothèse, pourtant envisagée sérieusement, est écartée après 3 jours de recherches intensives. Les familles des Delcourt, de leur côté, commencent à perdre espoir. Le frère de Julien organise des battues de volontaires dans les forêts environnantes, distribue des tracts dans les commerces d'Angers, contacte les médias locaux pour maintenir l'affaire sous les projecteurs. Mais les semaines passent, et l'intérêt du public faiblit progressivement. En septembre 1989, l'enquête connaît un bref regain d'activité lorsque des ossements humains sont découverts dans une carrière abandonnée près de Saumur, à une 50aine de kilomètres d'Angers. Les analyses montrent rapidement qu'il s'agit de restes datant de plusieurs décennies, sans aucun lien avec les Delcourt. Cette fausse piste, largement relayée par la presse locale, sème le trouble et ravive les espoirs avant de les anéantir à nouveau. Les gendarmes continuent de recevoir des témoignages sporadiques. Une femme affirme avoir vu Julien dans un supermarché de Cholet. Un homme prétend avoir croisé Marion dans une gare parisienne, mais aucun de ces signalements ne résiste à la vérification. Les mois passent, puis les années, et le dossier Delcourt commence à s'enfoncer dans l'oubli collectif. En 2001, l'affaire est classée sans suite, faute d'éléments nouveaux. Les familles refusent d'abandonner, lancent des appels réguliers dans les médias, créent une association pour les personnes disparues dans le Maine-et-Loire. Mais l'attention du public se tourne vers d'autres drames, d'autres mystères. Et les Delcourt deviennent progressivement une note de bas de page dans l'histoire criminelle de la région. Les gendarmes conservent le dossier ouvert, au cas où un indice surgirait un jour, mais personne ne croit vraiment à une résolution. Les années 2000 s'écoulent sans apporter la moindre réponse. En 2005, le frère de Julien fait publier un appel à témoins dans Ouest France, accompagné de photos récentes de la laguna et des visages de la famille. Quelques appels parviennent, mais aucun ne mène à une piste sérieuse. En 2008, un nouveau chef de brigade reprend le dossier à Angers. Il réinterroge certains témoins, revisite les rapports d'origine, consulte les archives photographiques. Il espère déceler un détail négligé, une contradiction oubliée, une piste inexploitée. Mais ces efforts ne produisent aucun résultat tangible. La Renault Laguna reste introuvable, les Delcourt demeurent volatilisés, et le mystère persiste, intact, comme si cette famille avait été effacée du réel en l'espace de quelques minutes. Les gendarmes envisagent toutes les théories possibles: fuite volontaire, crime organisé, accident non signalé, enlèvement ciblé, sans jamais parvenir à privilégier l'une plutôt que l'autre.
l'affaire semble condamnée à rester éternellement non résolue, un trou noir dans la mémoire collective d'Angers. En 2010, 11 ans après la disparition, les médias nationaux s'intéressent brièvement à l'affaire lors d'une émission consacrée au mystère criminel français. Le reportage présente les faits, interroge le frère de Julien, montre des images du lac de Maine et de la rue des Lys. Pendant quelques jours, les lignes téléphoniques de la gendarmerie sont saturées d'appels, mais aucun témoignage ne permet de faire avancer l'enquête. Les théories conspirationnistes fleurissent sur Internet. Certains évoquent une secte, d'autres un réseau criminel international, d'autres encore un enlèvement extraterrestre. Ces spéculations, parfois délirantes, ne font qu'obscurcir davantage une affaire déjà incompréhensible. Les enquêteurs continuent de recevoir des pistes farfelues, des dénonciations anonymes, des aveux fantaisistes, mais rien de sérieux ne ressort de ce flot d'informations parasites. En 2011, 12 ans après les faits, le dossier Delcourt retombe dans le silence. Plus aucun article de presse, plus aucune émission télévisée, plus aucun appel à témoins. Les familles continuent de se battre en coulisses, mais leur voix ne porte plus. Angers a tourné la page, et la ville semble avoir oublié cette famille disparue un soir d'été sans laisser la moindre trace. Pourtant, en octobre 2012, un événement totalement inattendu va tout changer. Un simple objet, une vieille caméra jetable, va rouvrir brutalement un dossier que tout le monde croyait enterré pour toujours. Ce que contiennent ces clichés oubliés va bouleverser 13 ans de certitude et forcer les enquêteurs à revisiter chaque détail de cette journée maudite du 17 juillet 1999. L'employé municipal qui découvre la caméra s'appelle Patrick Moreau. Il travaille pour la ville d'Angers depuis 20 ans, s'occupe du nettoyage des bâtiments désaffectés avant leur démolition ou leur réhabilitation. Ce jour-là, en octobre 2012, il vide un box abandonné dans la zone industrielle de Montplaisir, au nord de la ville. Le lieu servait autrefois d'entrepôt pour une entreprise de déménagement qui a fait faillite en 2003. Depuis, le bâtiment a été laissé à l'abandon, squatté occasionnellement, pillé par des ferrailleurs. Patrick fouille les cartons moisis, les vieux meubles, les objets oubliés, lorsqu'il tombe sur une caméra jetable Kodak recouverte de poussière. L'appareil est intact, encore dans son emballage plastique partiellement déchiré. Une étiquette manuscrite au dos indique « Juillet 99 ». Intrigué, Patrick décide de ne pas jeter l'objet et le confie à un laboratoire photo de la ville. Le technicien du laboratoire, Éric Blanchard, reçoit la caméra le 15 octobre 2012. Il doute d'abord de pouvoir récupérer quoi que ce soit après 13 ans de stockage dans des conditions probablement déplorables. Mais il tente tout de même le développement, par curiosité professionnelle plus que par réel espoir. À sa grande surprise, 12 clichés sont exploitables, bien que partiellement endommagés par l'humidité et le temps. Les images montrent des scènes banales, un pique-nique au bord d'un lac, des enfants qui jouent, un couple assis sur un plaid. Éric ne prête pas attention au contenu au début, jusqu'à ce qu'il remarque une date imprimée automatiquement dans le coin inférieur droit de chaque photo. 17-07-1999. Ce détail l'interpelle. Il se souvient vaguement d'une affaire de disparition survenue à cette époque, mais sans pouvoir mettre de nom dessus. Éric contacte Patrick Moreau pour lui demander où la caméra a été trouvée exactement. Patrick lui explique les circonstances de la découverte, le box abandonné, l'entreprise de déménagement en faillite. Éric décide alors de signaler sa trouvaille à la gendarmerie, au cas où les photos auraient un intérêt quelconque pour une enquête ancienne. Le 17 octobre, un gendarme vient récupérer les clichés et les compare immédiatement aux archives photographiques de l'affaire Delcourt. La ressemblance est frappante. Sur plusieurs photos, on reconnaît Julien avec son polo blanc, Marion avec son foulard rouge, Léa et Maxime tenant leurs raquettes de badminton. Les vêtements, les objets, la position du soleil, tout correspond aux témoignages recueillis en 1999. Ces images ont été prises le jour même de la disparition, probablement en fin d'après-midi, quelques heures avant que la famille ne quitte le lac de Maine. Le gendarme qui examine les clichés s'appelle lieutenant Arnaud Tessier. Il a rejoint la brigade d'Angers en 2005, soit 6 ans après la disparition des Delcourt, mais il connaît bien le dossier pour l'avoir étudié lors de sa formation interne. Arnaud observe chaque photo avec attention, cherchant des détails qui auraient pu échapper aux enquêteurs d'origine. Sur la plupart des images, on voit simplement la famille en train de profiter de l'après-midi, rien d'inhabituel. Mais sur le 10e cliché,
Pris depuis un angle légèrement décalé, une silhouette apparaît en arrière-plan à une dizaine de mètres derrière Marion. Un homme, debout près d'un arbre, semble observer la scène. Son visage est flou, partiellement masqué par l'ombre des feuillages, mais sa posture intrigue Arnaud. L'homme ne semble pas être un simple promeneur distrait. Il regarde dans la direction de la famille, les mains dans les poches, immobile. Arnaud fait agrandir cette photo spécifique et la soumet à l'analyse de l'identité judiciaire. Les experts tentent d'améliorer la netteté, de révéler des détails invisibles à l'œil nu, mais la qualité de l'image, combinée aux 13 ans de dégradation, limite les résultats. On parvient à distinguer que l'homme porte un jean sombre et une chemise claire, qu'il semble avoir entre 30 et 50 ans, qu'il mesure environ 1,80 m. Mais son visage reste indéchiffrable, trop flou pour être identifié ou même comparé à des fichiers de personnes recherchées. Arnaud décide alors de retrouver le photographe, la personne qui a pris ces clichés ce jour-là. Si quelqu'un peut expliquer la présence de cet homme, c'est bien lui. Mais identifier le propriétaire de cette caméra va se révéler plus compliqué que prévu. La caméra Kodak ne porte aucune inscription permettant de remonter directement à son acheteur. Arnaud interroge Patrick Moreau pour obtenir plus de détails sur le box où l'objet a été trouvé. Patrick explique que l'entreprise de déménagement, nommée Transport Express, a fermé ses portes en 2003 après des difficultés financières. Les anciens locaux ont été occupés par plusieurs sociétés éphémères avant d'être abandonnés définitivement en 2008. Les archives de Transport Express ont été partiellement conservées par le liquidateur judiciaire, mais elles sont incomplètes et mal organisées. Arnaud passe plusieurs jours à éplucher ces documents, cherchant un lien entre cette entreprise et la famille Delcourt. Il découvre que Julien Delcourt n'a jamais fait appel à Transport Express, du moins selon les factures et contrats retrouvés. Aucune trace de Marion non plus. Arnaud élargit ses recherches aux clients de Transport Express, ayant utilisé leur service entre juin et août 1999. Il obtient une liste de 123 noms qu'il commence à croiser avec les témoins interrogés en 1999. Parmi ces noms, un attire son attention. Fabien Moreau, 38 ans à l'époque, employé comme magasinier dans une entreprise textile près d'Angers. Fabien avait loué un box chez Transport Express en juillet 1999 pour entreposer des meubles pendant des travaux dans son appartement. Arnaud retrouve sa trace et l'interroge en novembre 2012. Fabien se souvient vaguement d'avoir loué ce box, mais nie formellement être allé au lac de Maine le 17 juillet 1999. Il affirme avoir passé la journée chez lui, seul, sans témoin. Son alibi est invérifiable, mais rien ne permet non plus de le relier directement au Delcourt. Arnaud montre à Fabien la photo agrandie de l'homme en arrière-plan. Fabien observe l'image longuement, puis secoue la tête. Il ne se reconnaît pas, affirme que sa silhouette ne correspond pas, que ses vêtements habituels à cette époque étaient différents. Arnaud insiste, lui demande s'il possédait une caméra jetable en juillet 1999. Fabien répond qu'il avait effectivement ce type d'appareil, qu'il l'utilisait pour photographier ses chantiers de bricolage, mais qu'il l'a perdu ou jeté à une date qu'il ne peut préciser. Cette coïncidence intrigue Arnaud, mais elle ne constitue pas une preuve. Fabien accepte de fournir un échantillon ADN pour comparaison avec d'éventuelles traces prélevées sur la caméra. Les analyses montrent que plusieurs profils génétiques sont présents sur l'appareil, mais aucun ne correspond à Fabien. L'un des profils reste non identifié, ne figure dans aucun fichier national. En décembre 2012, Arnaud décide de publier la photo de l'homme en arrière-plan dans la presse locale, accompagné d'un appel à témoins. L'article paraît dans le Courrier de l'Ouest le 8 décembre, sous le titre « Affaire Delcourt ». Une photo relance l'enquête 13 ans après. Le texte explique la découverte de la caméra, la présence de cet inconnu sur les clichés et demande à toute personne pouvant identifier cet homme de se manifester. Les réactions sont immédiates. En quelques jours, la gendarmerie reçoit plus de 50 appels, dont la plupart sont des hypothèses farfelues ou des dénonciations sans fondement. Mais 3 témoignages retiennent l'attention d'Arnaud. 3 personnes différentes, qui ne se connaissent pas, affirment reconnaître cet homme. Et toutes 3 donnent le même nom, Laurent Gervais. Laurent Gervais, 42 ans en 1999, était agent de sécurité dans un supermarché d'Angers. Il vivait seul dans un petit pavillon de la banlieue ouest, menait une vie discrète, sans histoires apparentes.
Arnaud retrouve rapidement sa trace dans les fichiers. Laurent Gervais est décédé en 2007 à l'âge de 50 ans, des suites d'un cancer. Il n'a jamais été inquiété par la justice, n'a jamais été interrogé dans le cadre de l'affaire Delcourt, et rien dans son passé ne laisse présager un lien quelconque avec cette famille. Arnaud contacte la sœur de Laurent, Chantal Gervais, qui vit toujours à Angers. Elle accepte de le rencontrer le 12 décembre 2012 dans les locaux de la gendarmerie. Chantal observe la photo agrandie et confirme immédiatement « l'homme en arrière-plan ressemble trait pour trait à son frère ». La posture, la corpulence, les vêtements, tout correspond à ce qu'elle se souvient de Laurent à cette époque. Arnaud demande à Chantal si son frère fréquentait le lac de Maine en juillet 1999. Elle réfléchit, puis confirme que Laurent aimait s'y promener le week-end, souvent seul, pour pêcher ou simplement marcher. Mais elle ne se souvient pas qu'il ait mentionné quoi que ce soit d'inhabituel ce jour-là. Arnaud lui demande ensuite si Laurent connaissait la famille Delcourt. Chantal hésite, puis explique que son frère ne lui parlait pas beaucoup de ses fréquentations, qu'il était plutôt solitaire, renfermé. Elle ne peut ni confirmer ni infirmer un lien éventuel. Arnaud insiste. Laurent a-t-il changé de comportement après juillet 1999 ? Chantal réfléchit longuement, puis mentionne un détail qui lui revient en mémoire. À partir d'août 1999, Laurent est devenu plus nerveux, plus distant. Il évitait les questions, sortait moins, passait des heures enfermé chez lui. Elle avait attribué ce changement à des problèmes professionnels, sans chercher plus loin. Arnaud décide de fouiller dans le passé de Laurent Gervais. Il consulte son dossier professionnel, ses relevés bancaires de l'époque, ses antécédents médicaux. Rien de suspect ne ressort. Laurent menait une vie rangée, sans dettes importantes, sans fréquentation douteuse. Mais en creusant davantage, Arnaud découvre un détail troublant. En septembre 1999, soit 2 mois après la disparition des Delcourt, Laurent a vendu sa voiture, une Peugeot 306 noire, à un ferrailleur de la région pour une somme dérisoire. Le véhicule a été détruit quelques jours plus tard, sans qu'aucun contrôle technique ou expertise ne soit réalisé. Cette vente précipitée intrigue Arnaud. Pourquoi se débarrasser d'une voiture fonctionnelle aussi rapidement et pour si peu d'argent? Arnaud tente de retrouver des traces de cette Peugeot dans les archives, mais le ferrailleur a fermé en 2004 et les documents ont été perdus. Arnaud convoque Chantal Gervais une seconde fois, le 18 décembre 2012, pour lui poser des questions plus précises sur cette vente de voiture. Chantal confirme que son frère s'est effectivement séparé de sa Peugeot en septembre 1999, mais elle ne se souvient pas qu'il ait expliqué pourquoi. Elle pensait qu'il voulait acheter un véhicule plus récent, mais Laurent n'a jamais racheté de voiture par la suite. Il utilisait les transports en commun ou se déplaçait à vélo. Ce comportement, rétrospectivement, lui semble étrange. Arnaud demande si Laurent a laissé des affaires personnelles après sa mort. Chantal explique qu'elle a conservé quelques cartons contenant des vêtements, des livres, des papiers administratifs. Arnaud obtient l'autorisation de consulter ses archives personnelles, dans l'espoir de trouver un indice oublié. Le 20 décembre, Arnaud se rend au domicile de Chantal, dans un pavillon de Saint-Barthélemy d'Anjou, à quelques kilomètres d'Angers. Elle le conduit au grenier, où 3 cartons poussiéreux sont entreposés depuis 2007. Arnaud commence à fouiller méthodiquement, sortant chaque objet, chaque document pour les examiner. La plupart des papiers sont banals, factures, relevés bancaires, courriers administratifs. Mais dans le deuxième carton, Arnaud découvre un carnet à spirale format A5, rempli de notes manuscrites. Les pages sont datées, couvrent la période de janvier 1998 à décembre 2000. Laurent semblait tenir une sorte de journal intime, ou du moins noter des pensées, des observations, des événements marquants. Arnaud feuillette rapidement le carnet, cherchant une mention du 17 juillet 1999. La page correspondant à cette date contient une seule phrase énigmatique. « Vu quelque chose. Ne sait pas quoi faire. » Pas de détails, pas de nom, pas de contexte. Arnaud continue de lire les pages suivantes. Le 18 juillet, Laurent écrit « Ai mal dormi. Pense à ce que j'ai vu. Dois-je prévenir quelqu'un ?» Le 20 juillet. « Et essayer d'appeler, mais personne. Peut-être mieux de ne rien dire. » Le 25 juillet, lu dans le journal. Mon Dieu. Le 2 août. Trop tard maintenant. Dois oublier. Ces notes fragmentaires suggèrent que Laurent a été témoin de quelque chose le 17 juillet,
quelque chose qui l'a profondément troublé, mais qu'il n'a jamais osé révéler. Arnaud photocopie l'intégralité du carnet et décide de le faire analyser par un graphologue et un psychologue criminologue pour tenter d'interpréter ces indices cryptiques. En janvier 2013, les analyses confirment que l'écriture correspond bien à celle de Laurent Gervais et que le carnet n'a pas été falsifié. Le psychologue criminologue, le docteur Jean-Marc Leroy, suggère que Laurent a probablement assisté à une scène inquiétante le 17 juillet, mais qu'il hésitait à la rapporter par peur, par doute ou par culpabilité. Le fait qu'il mentionne avoir essayé d'appeler laisse penser qu'il a tenté de contacter la police ou un proche, sans succès. Le graphologue note une nervosité croissante dans les écritures des jours suivants, avec des lettres plus tremblantes, des ratures plus fréquentes. Tout indique que Laurent était sous pression psychologique, tiraillé entre le besoin de parler et la peur des conséquences. Mais que pouvait-il avoir vu exactement? Arnaud décide de retourner au lac de Maine pour tenter de reconstituer la scène. Le 15 janvier 2013, Arnaud se rend sur place accompagné d'un technicien en scène de crime et d'un photographe. Ils se positionnent à l'endroit exact où la photo de l'homme en arrière-plan a été prise, en se basant sur les repères visuels, l'arbre, la disposition des tables, l'angle du soleil. De cette position, on a une vue dégagée sur le plaid des Delcourt, situé à une dizaine de mètres. Arnaud imagine Laurent se tenant là, observant la famille, peut-être sans intention particulière au départ. Mais que s'est-il passé ensuite? Arnaud fait venir des figurants pour recréer la scène, demande à chacun de rejouer les gestes décrits par les témoins de 1999. Julien range les affaires, Marion aide les enfants à monter dans la voiture. Tout semble normal, mais Arnaud remarque un détail troublant. Depuis la position de Laurent, on ne peut pas voir le parking principal. On voit la famille préparer son départ, mais on ne voit pas dans quelle direction la voiture se dirige ensuite. Arnaud fait une hypothèse. Et si Laurent avait vu quelqu'un d'autre s'approcher de la famille après leur départ du plaid? Quelqu'un qui aurait intercepté les Delcourt entre le lac et le parking? Cette théorie expliquerait pourquoi Laurent était troublé, pourquoi il hésitait à parler, et pourquoi aucun témoin du parking n'a signalé quoi que ce soit d'anormal. Arnaud décide de réinterroger tous les témoins encore vivants de 1999 pour vérifier si quelqu'un se souvient d'une autre personne présente sur les lieux ce jour-là. Sur les 17 témoins d'origine, 12 acceptent de répondre à ces questions. La plupart ne se souviennent plus de détails précis après 13 ans, mais l'un d'eux, un ancien pêcheur nommé Gérard Lemoine, mentionne un détail oublié. Il avait vu un homme en chemise claire discuter brièvement avec Julien Delcourt, vers 17h15, près des tables de pique-nique. Gérard décrit cet homme comme âgé d'une quarantaine d'années, cheveux bruns, corpulence moyenne. Il ne se souvient pas de la teneur de la conversation, mais elle semblait cordiale, sans tension apparente. Julien avait souri, serré la main de l'homme, puis était retourné vers sa famille. Gérard n'avait pas prêté attention à cet échange sur le moment, le jugeant banal. Mais aujourd'hui, avec le recul, il se demande si cet homme n'était pas justement Laurent Gervais. Arnaud lui montre la photo agrandie. Gérard hésite puis admet que la silhouette pourrait correspondre, mais il ne peut pas l'affirmer avec certitude. Arnaud note ce témoignage et décide de croiser cette information avec les éléments du carnet de Laurent. Si Laurent a effectivement parlé à Julien, que lui a-t-il dit? Et pourquoi cette conversation l'a-t-elle troublé au point de la consigner dans son journal? Arnaud tente de reconstituer la chronologie des événements. Vers 17h15, Laurent s'approche de Julien et engage la conversation. Peut-être le connaissait-il déjà, peut-être était-ce une rencontre fortuite. Ils discutent brièvement, puis se séparent. Julien retourne vers sa famille, commence à ranger les affaires. Laurent, lui, reste à distance, observe la scène depuis son arbre. Quelqu'un prend une photo à ce moment-là. Peut-être un autre promeneur, peut-être un ami de la famille, et Laurent apparaît en arrière-plan. Puis la famille monte dans la laguna et quitte le parking vers 17h30. Laurent les voit partir. Mais que se passe-t-il ensuite? Arnaud imagine plusieurs scénarios. Peut-être Laurent a-t-il vu une autre personne suivre la laguna ou monter dans un véhicule suspect. Peut-être a-t-il entendu des éclats de voix, des cris, quelque chose d'inhabituel. Ou peut-être a-t-il simplement ressenti un malaise inexplicable, une intuition qu'il n'a pas su interpréter sur le moment. En février 2013, Arnaud décide de consulter les archives de la gendarmerie
concernant les appels téléphoniques reçus dans les jours suivant la disparition. Il espère trouver une trace d'un appel anonyme ou non identifié qui pourrait correspondre à la tentative de contact mentionnée par Laurent dans son carnet. Après plusieurs jours de recherche, il découvre qu'un appel a été enregistré le 19 juillet 1999 à 9h12. L'appelant un homme a demandé à parler à un gendarme responsable de l'affaire Delcourt. Il a été mis en attente puis a raccroché avant qu'un enquêteur ne puisse prendre la communication. Le numéro de téléphone a été tracé. Il provenait d'une cabine publique située près de la gare d'Angers. Arnaud vérifie si cette cabine était proche du domicile de Laurent Gervais. Elle se trouvait à 800 mètres de chez lui, accessible en 10 minutes à pied. Cette coïncidence renforce l'hypothèse que Laurent était bien l'auteur de cet appel avorté. Arnaud tente de comprendre pourquoi Laurent a raccroché. Peut-être avait-il peur d'être impliqué, ou craignait-il des représailles. Peut-être doutait-il de la pertinence de ce qu'il avait vu, ou pensait-il que personne ne le croirait. Le carnet suggère qu'il était tiraillé, hésitant, incapable de prendre une décision claire. Arnaud imagine Laurent dans cette cabine, le combiné à la main, le cœur battant, les mots coincés dans la gorge. Puis le déclic, le raccrochage brutal, la fuite. Laurent rentre chez lui, se persuade qu'il vaut mieux oublier qu'il est trop tard de toute façon. Mais cette décision le hantera pendant des années, jusqu'à sa mort en 2007. Arnaud se demande si Laurent a jamais confié son secret à quelqu'un d'autre ou s'il l'a emporté dans la tombe. Il décide de réinterroger Chantal Gervais pour vérifier si son frère a jamais évoqué cette affaire, même indirectement. Chantal accepte de le rencontrer à nouveau le 25 février 2013. Arnaud lui pose des questions plus précises sur les dernières années de vie de Laurent. Chantal explique que son frère est devenu de plus en plus renfermé à partir de 2000, qu'il buvait davantage, qu'il semblait rongé par quelque chose qu'il refusait de nommer. Elle avait tenté plusieurs fois de lui parler, de comprendre ce qui le tourmentait, mais Laurent repoussait toujours ses questions. En 2005, lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer, il a d'abord refusé les traitements, comme s'il avait renoncé à vivre. Ce n'est qu'après l'insistance de Chantal qu'il a accepté une chimiothérapie, mais sans grande conviction. Il est mort 2 ans plus tard, en 2007, emportant avec lui ses tourments et ses secrets. Chantal se demande aujourd'hui si ce poids psychologique n'a pas contribué à sa dégradation physique et mentale. Arnaud demande à Chantal si Laurent a laissé d'autres écrits, des lettres, des messages. Elle fouille à nouveau dans les cartons et retrouve une enveloppe cachetée, adressée à elle-même, avec la mention « à n'ouvrir qu'après ma mort ». Chantal explique qu'elle a découvert cette lettre en 2007, après le décès de Laurent, mais qu'elle ne l'a jamais lue, par peur de ce qu'elle pourrait contenir. Elle avait préféré l'oublier, la ranger au fond d'un tiroir et ne plus y penser. Arnaud lui demande la permission de lire cette lettre. Chantal hésite longuement, puis finit par accepter. Elle tend l'enveloppe à Arnaud, les mains tremblantes. Arnaud l'ouvre délicatement, déplie la feuille manuscrite et commence à lire. Ce qu'il découvre va bouleverser l'intégralité de l'enquête et révéler une vérité que personne n'avait jamais envisagée. La lettre de Laurent, datée du 10 juin 2007, soit quelques semaines avant sa mort, contient un aveu glaçant. « Chantal, je ne peux plus vivre avec ce poids. Il faut que tu saches, le 17 juillet 1999, j'étais au lac de Maine. J'ai vu quelque chose. J'ai vu cette famille monter dans leur voiture et j'ai vu un homme s'approcher d'eux. Il leur a parlé, ils ont semblé le connaître. Puis ils sont montés ensemble dans un autre véhicule, une camionnette blanche. J'ai trouvé ça étrange, mais je n'ai rien fait. Le lendemain, j'ai appris qu'ils avaient disparu. J'aurais dû parler, j'aurais dû appeler. Mais j'avais peur. Peur d'être impliqué, peur de me tromper, peur de tout. Et maintenant, il est trop tard. Pardonne-moi. » La lettre est signée simplement « Laurent ». Arnaud Tessier relit la lettre 3 fois, cherchant à assimiler chaque mot, chaque détail. Laurent Gervais affirme avoir vu les Delcourt monter dans une camionnette blanche avec un homme qu'il semblait reconnaître. Cette révélation change radicalement la nature de l'enquête. Si Laurent dit vrai, alors la famille n'a pas disparu suite à un accident ou une fuite volontaire, mais bien à cause d'une rencontre orchestrée, probablement planifiée. Arnaud demande à Chantal si elle a la moindre idée de l'identité de cet homme à la camionnette. Chantal secoue la tête, bouleversée par ce qu'elle vient d'apprendre. Elle ne comprend pas pourquoi son frère a gardé ce secret pendant 8 ans,
pourquoi il n'a jamais trouvé le courage de parler avant sa mort. Arnaud la rassure du mieux qu'il peut, puis quitte son domicile avec la lettre soigneusement placée sous scellé. De retour à la gendarmerie, Arnaud convoque immédiatement son supérieur, le capitaine Rémi Dufour, pour lui présenter cette découverte. Dufour, qui a lui-même travaillé sur l'affaire Delcourt en 2001, est stupéfait. Il ordonne la réouverture officielle de l'enquête, la mobilisation d'une équipe dédiée et la consultation des archives relatives aux véhicules immatriculés en 1999 dans le département du Maine-et-Loire. L'objectif est désormais d'identifier toutes les camionnettes blanches enregistrées à cette époque, de retrouver leurs propriétaires et de vérifier si l'un d'eux avait un lien quelconque avec la famille Delcourt. Le 28 février 2013, l'équipe commence à éplucher les fichiers de la préfecture. Plus de 450 camionnettes blanches étaient immatriculées dans le département en juillet 1999. Le travail s'annonce titanesque. Les enquêteurs établissent une liste prioritaire en croisant plusieurs critères. Proximité géographique, avec Angers, profession du propriétaire, antécédents judiciaires éventuels et liens connus avec les Delcourt. 43 véhicules ressortent comme potentiellement pertinents. Arnaud et son équipe commencent à interroger les propriétaires encore vivants et joignables. Beaucoup ont revendu leurs camionnettes depuis, certains sont décédés, d'autres ont déménagé hors du département. Chaque entretien prend du temps, exige des vérifications croisées, des consultations d'archives. Les semaines passent sans qu'aucune piste solide n'émerge. Certains propriétaires se souviennent vaguement de leur déplacement en juillet 1999, d'autres nient catégoriquement avoir été au lac de Maine ce jour-là. Aucun ne reconnaît les Delcourt et aucun n'évoque de circonstances suspectes. En mars 2013, Arnaud décide de changer d'approche. Plutôt que de chercher le propriétaire de la camionnette, il se concentre sur l'homme lui-même. Si les Delcourt semblèrent le connaître, cet homme faisait probablement partie de leur cercle social ou professionnel. Arnaud reprend les listes de témoins interrogés en 1999, collègues de Julien, parents d'élèves de Marion, voisins, amis proches, et vérifie lesquels possédaient une camionnette blanche ou avaient accès à ce type de véhicule. Un nom attire son attention. Didier Arnaud, 42 ans en 1999, collègue de Julien dans l'entreprise de télécommunications. Didier était technicien itinérant, utilisait régulièrement une camionnette de service pour ses déplacements professionnels. Arnaud consulte les archives de l'entreprise et découvre que Didier conduisait effectivement une Renault Trafic blanche en juillet 1999. Arnaud vérifie si Didier Arnaud a été interrogé lors de l'enquête initiale. Il trouve une brève déposition datée du 22 juillet 1999, dans laquelle Didier affirme ne pas avoir vu Julien le week-end de la disparition et ne pas connaître ses projets personnels. L'interrogatoire avait été rapide, sans approfondissement particulier. Didier n'avait jamais été considéré comme suspect, simplement comme un témoin parmi d'autres. Arnaud décide de le réinterroger, cette fois avec une approche plus méthodique. Il retrouve sa trace à Nantes, où Didier vit désormais depuis 2005. Le 15 mars 2013, Arnaud se rend à son domicile, accompagné d'un collègue. Didier accepte de répondre à leurs questions, mais semble immédiatement nerveux, mal à l'aise. Il demande pourquoi on le contacte à nouveau après tant d'années. Arnaud explique simplement que l'enquête a été relancée suite à de nouveaux éléments. Arnaud commence par des questions générales. Didier se souvient-il de Julien Delcourt? Oui, bien sûr, ils travaillaient ensemble, s'entendaient bien, déjeunaient parfois ensemble à la cantine. Se souvient-il du week-end du 17 juillet 1999? Didier hésite, puis affirme qu'il était chez lui ce jour-là, qu'il ne se rappelle rien de particulier. Arnaud demande s'il utilisait sa camionnette de service le week-end. Didier explique que oui, occasionnellement, pour des déplacements personnels, avec l'autorisation de son employeur. Arnaud lui montre alors une photo de la camionnette Renault Trafic blanche utilisée par l'entreprise à cette époque. Didier confirme qu'il s'agit bien du modèle qu'il conduisait. Arnaud observe ses réactions attentivement. Didier transpire légèrement, évite le contact visuel, tripote nerveusement ses mains. Tous les signes classiques d'un inconfort psychologique. Arnaud décide de passer à une question plus directe. Didier est-il allé au lac de Maine le 17 juillet 1999? Didier marque un temps d'arrêt, puis nie catégoriquement. Il affirme ne pas fréquenter ce lieu, préférer d'autres sites pour ses balades. Arnaud insiste.
Des témoins affirment avoir vu une camionnette blanche à proximité du lac ce jour-là. Didier hausse les épaules, répond qu'il y avait probablement des dizaines de camionnettes blanches dans la région. Arnaud change de tactique et lui demande s'il connaissait bien Julien en dehors du travail. Didier explique qu'ils n'étaient pas amis proches, mais qu'ils se voyaient parfois pour des événements d'entreprise, des pots de départ, ce genre de choses. Arnaud lui demande s'il connaissait Marion et les enfants. Didier répond qu'il les avait croisés 1 ou 2 fois lors de fêtes organisées par l'entreprise, mais qu'il ne les connaissait pas vraiment. Arnaud sent que Didier dissimule quelque chose, mais il manque encore d'éléments concrets pour le confronter directement. Il décide de clôturer l'entretien en demandant à Didier de fournir un échantillon ADN pour comparaison avec les profils non identifiés retrouvés sur la caméra. Didier accepte sans protester, ce qui surprend Arnaud. Soit Didier est innocent et coopère naturellement, soit il sait que son ADN ne figure pas sur cet objet et ne craint rien. Les prélèvements sont effectués le jour même et envoyés au laboratoire. Arnaud repart à Angers en se demandant s'il tient enfin une piste sérieuse ou s'il s'égare à nouveau dans une impasse. Les résultats ADN arrivent 10 jours plus tard. Aucun des profils prélevés sur la caméra ne correspond à Didier Arnaud. Cette absence de correspondance ne l'innocente pas pour autant, mais elle complique l'établissement d'un lien direct avec les Delcourt ce jour-là. En avril 2013, Arnaud décide de creuser davantage le passé de Didier Arnaud. Il consulte ses relevés bancaires de l'époque, ses factures téléphoniques, ses déplacements professionnels. Les relevés montrent que Didier a effectué plusieurs retraits d'espèces importants en août et septembre 1999, totalisant près de 10 000 francs, soit environ 1 500 €. Ces retraits ne correspondent à aucune dépense tracée, pas de facture de voyage, pas d'achat important, rien. Arnaud interroge les anciens collègues de Didier pour savoir s'il traversait des difficultés financières à cette époque. Plusieurs mentionnent que Didier semblait effectivement tendu, préoccupé, mais personne ne sait pourquoi. L'un d'eux, Alain Mercier, ancien chef d'équipe, se souvient que Didier avait demandé une avance sur salaire en septembre 1999, ce qui était inhabituel pour lui. Arnaud convoque Alain Mercier pour un entretien formel le 18 avril 2013. Alain confirme que Didier avait sollicité cette avance, environ 5 000 francs, en expliquant qu'il devait régler une dette urgente. Alain n'avait pas demandé de détails, avait simplement validé la demande. Arnaud lui demande si Didier avait mentionné la nature de cette dette. Alain secoue la tête, explique que Didier restait évasif, parlait de problèmes personnels, sans préciser. Arnaud note cette information et décide de vérifier si Didier avait contracté des prêts ou des crédits à cette période. Les archives bancaires montrent qu'il avait effectivement un crédit à la consommation en cours, mais les mensualités étaient régulièrement payées, sans retard significatif. Alors pourquoi cette avance? Pourquoi ces retraits massifs? Arnaud commence à soupçonner que Didier a peut-être payé quelqu'un, ou remboursé une dette liée à un événement survenu en juillet 1999. En mai 2013, Arnaud obtient l'autorisation de placer Didier Arnaud sous surveillance discrète. L'objectif est d'observer ses comportements, ses déplacements, ses fréquentations actuelles. Pendant 3 semaines, une équipe surveille ses allées et venues à Nantes. Didier mène une vie apparemment normale. Il travaille désormais comme consultant indépendant, vit seul dans un appartement du centre-ville, fréquente peu de monde. Mais un détail intrigue les enquêteurs. Chaque vendredi soir, Didier se rend dans un bar du quartier de la Gare, où il retrouve toujours le même homme, un quinquagénaire massif, cheveux grisonnants. Les 2 hommes discutent longuement, semblent avoir des échanges tendus, parfois animés. Arnaud fait identifier cet homme par les services de renseignement. Il s'agit de Michel Barnier, 53 ans, ancien gérant d'une entreprise de transport routier, condamné en 2008 pour recel de marchandises volées. Arnaud décide d'interroger Michel Barnier le 3 juin 2013. Michel accepte de se présenter volontairement à la gendarmerie de Nantes. Arnaud lui demande d'emblée quel est son lien avec Didier Arnaud. Michel explique qu'ils se connaissent depuis longtemps, qu'ils ont travaillé ensemble dans les années 1990, que Didier faisait appel à ses services de transport pour livrer du matériel de télécommunication. Arnaud lui demande s'ils se sont vus en juillet 1999. Michel réfléchit, puis affirme ne pas se souvenir précisément que c'était il y a trop longtemps. Arnaud insiste. Michel possédait-il une camionnette blanche à cette époque
Michel confirme qu'il avait plusieurs véhicules dans son parc, dont des camionnettes blanches. Arnaud lui demande s'il a déjà entendu parler de la famille Delcourt. Michel marque un temps, puis répond que oui, vaguement, à cause de l'affaire médiatisée en 1999. Mais il nie les avoir connus personnellement. Arnaud change de tactique et confronte Michel à un détail troublant. Pourquoi rencontre-t-il Didier Arnaud chaque vendredi soir depuis des mois? Michel explique qu'ils sont amis, qu'ils aiment discuter, prendre un verre ensemble. Arnaud insiste. De quoi parle-t-il lors de ces rencontres? Michel devient évasif, répond qu'ils évoquent le passé, le travail, la vie en général. Arnaud lui demande alors s'ils ont déjà évoqué l'affaire Delcourt. Michel hésite longuement, puis finit par admettre que oui, 1 ou 2 fois, parce que Didier était collègue de Julien et que l'affaire l'avait marqué. Arnaud prend note et décide de placer Michel sous écoute téléphonique en espérant intercepter une conversation révélatrice. L'autorisation judiciaire est obtenue le 10 juin 2013 et les écoutes démarrent immédiatement. Pendant 2 semaines, les enquêteurs enregistrent toutes les communications de Michel et de Didier sans résultat probant. Les conversations portent sur des sujets anodins, sans référence directe à l'affaire. Mais le 25 juin 2013, une conversation attire l'attention d'Arnaud. Didier appelle Michel vers 22 h et lui dit simplement « Ils sont venus me voir à nouveau. Ils posent trop de questions. Il faut qu'on parle. » Michel répond « Pas au téléphone. On se voit demain, même endroit. » La conversation s'arrête là. Arnaud décide de faire surveiller leur rendez-vous du lendemain. Le 26 juin, Didier et Michel se retrouvent comme d'habitude dans le bar près de la gare. Mais cette fois, au lieu de rester à l'intérieur, ils sortent rapidement et marchent jusqu'à un parking souterrain désert. Les enquêteurs, cachés à distance, parviennent à capter quelques bribes de leur échange grâce à un micro directionnel. Michel dit « Tu aurais dû te taire dès le début. Maintenant, c'est trop tard. » Didier répond « Je ne peux plus vivre avec ça. Il faut que je leur dise. » Michel s'énerve. « Tu es fou? Tu vas nous envoyer tous les deux en prison. » Cette conversation confirme les soupçons d'Arnaud. Didier et Michel sont impliqués dans la disparition des Delcourt et Didier semble rongé par la culpabilité. Arnaud décide de les interpeller simultanément le lendemain matin avant qu'ils ne puissent coordonner leur version ou détruire des preuves. Le 27 juin 2013 à 6 h, 2 équipes de gendarmes se présentent au domicile de Didier et Michel. Les 2 hommes sont placés en garde à vue et conduits dans des locaux séparés pour éviter toute communication. Arnaud interroge Didier en premier, à partir de 9 h. Il lui présente directement les enregistrements des conversations téléphoniques et de la rencontre dans le parking. Didier, blêmi, reste silencieux pendant plusieurs minutes, puis finit par craquer. Il demande un avocat, mais avant l'arrivée de ce dernier, il lâche une phrase glaçante. « Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. » L'avocat de Didier Arnaud, maître Sylvie Renaud, arrive vers 11 h. Elle demande une suspension de l'interrogatoire pour s'entretenir avec son client. Arnaud accepte et quitte la salle, laissant Didier seul avec son conseil. Pendant ce temps, il se rend dans le local où Michel Barnier est retenu. Michel refuse de parler sans avocat, reste mutique, les bras croisés, le regard fermé. Arnaud décide de ne pas insister pour le moment et retourne auprès de Didier 1 heure plus tard. Maître Renaud informe Arnaud que son client souhaite faire une déposition complète, à condition qu'on lui accorde une certaine clémence en échange de sa coopération. Arnaud explique qu'il n'a pas le pouvoir de négocier directement, mais qu'une coopération sincère sera prise en compte par le juge. Didier accepte ces termes et commence à raconter ce qui s'est réellement passé le 17 juillet 1999. Didier explique qu'il connaissait Julien Delcourt depuis plusieurs années, qu'ils travaillaient ensemble et entretenaient une relation cordiale. En juillet 1999, Didier traversait des difficultés financières importantes. Il avait contracté plusieurs crédits pour financer des investissements personnels qui s'étaient révélés désastreux et il devait de l'argent à Michel Barnier, son ancien associé, dans une affaire de revente de matériel informatique. Michel le pressait de rembourser rapidement, menaçant de révéler certaines magouilles fiscales qui auraient pu coûter son emploi à Didier. Désespéré, Didier avait imaginé un plan pour obtenir de l'argent rapidement, kidnapper la famille Delcourt et demander une rançon aux frères de Julien, qu'il savait être relativement aisé. Ce plan, selon lui, ne devait durer que quelques jours, le temps de récupérer la somme
et de relâcher la famille saine et sauve. Le 17 juillet, Didier savait que Julien et sa famille se rendaient au lac de Maine car Julien en avait parlé au bureau quelques jours plus tôt. Didier s'y est rendu en fin d'après-midi avec la camionnette de service, accompagné de Michel Barnier, qu'il avait convaincu de participer en lui promettant une part de la rançon. Ils ont attendu que la famille se prépare à partir, puis Didier s'est approché de Julien en se présentant comme un collègue qui passait par hasard. Julien, surpris mais pas méfiant, l'a salué chaleureusement. Didier lui a alors raconté une histoire inventée. Il venait de livrer du matériel dans une ferme isolée non loin d'Angers et il avait découvert que la propriétaire, une vieille dame, avait fait un malaise. Il demandait à Julien de venir avec lui pour l'aider le temps que les pompiers arrivent. Julien, préoccupé, a accepté immédiatement. Didier a suggéré que toute la famille vienne pour ne pas perdre de temps et qu'ils suivent la camionnette jusqu'à la ferme. Marion, un peu hésitante, a fini par accepter, pensant qu'ils en auraient pour quelques minutes seulement. Les Delcourt sont montés dans leur Laguna et ont suivi la camionnette de Didier. Mais au lieu de se diriger vers une ferme, Didier a emprunté une route forestière isolée à une dizaine de kilomètres du lac. Arrivé dans une clairière déserte, Michel est descendu de la camionnette, armé d'un pistolet factice mais réaliste. Julien a immédiatement compris qu'il s'agissait d'un piège. Didier affirme que le plan initial était de les séquestrer dans un hangar abandonné appartenant à Michel, de demander une rançon, puis de les libérer. Mais tout a dérapé en quelques secondes. Julien a tenté de résister, de protéger sa famille, et Michel a paniqué. Il a frappé Julien avec la crosse du pistolet, le blessant gravement à la tête. Marion a hurlé, tentant de protéger ses enfants. Didier affirme qu'il a essayé de calmer la situation, mais Michel était hors de contrôle, terrifié par les conséquences de son geste. Dans la confusion, Michel a poussé brutalement Marion, qui est tombée violemment contre le pare-choc de la Laguna, se cognant la tête. Elle est restée inerte, inconsciente, peut-être pire. Les enfants pleuraient, terrifiés. Didier raconte qu'il a réalisé à ce moment-là que tout était allé trop loin, que personne ne croirait à un accident et que lui et Michel risquaient la prison à vie. Michel a alors pris une décision radicale. Il fallait faire disparaître toute trace de la famille et du véhicule. Didier affirme avoir refusé d'abord, mais Michel l'a menacé, lui rappelant qu'il était complice et qu'il n'avait plus le choix. Ensemble, ils ont chargé les corps de Julien et Marion dans la camionnette, forcé les enfants à monter également, puis ont conduit la Laguna jusqu'à un site isolé. Didier explique, la voix brisée, qu'ils ont tué Léa et Maxime dans la camionnette par étouffement, pour qu'ils ne puissent jamais témoigner. Il affirme que Michel s'en est chargé seul et qu'il n'a pas eu le courage de l'arrêter. Puis ils ont enterré les 4 corps dans une ancienne carrière abandonnée, à une trentaine de kilomètres d'Angers, dans une zone boisée rarement fréquentée. La Laguna, elle, a été démontée pièce par pièce dans un garage clandestin que Michel connaissait. Puis les pièces ont été revendues ou détruites. Didier affirme qu'il a vécu un cauchemar depuis ce jour, hanté par les visages des enfants, incapable de dormir, de vivre normalement. Il a payé Michel régulièrement pour garantir son silence, en puisant dans ses économies et en contractant de nouvelles dettes. Mais il savait que tôt ou tard, la vérité ressurgirait. Lorsque les gendarmes sont venus le réinterroger en mars 2013, il a compris que l'étau se resserrait et il n'a plus eu la force de continuer à mentir. Arnaud écoute ce récit horrifié, mais maintient une posture professionnelle. Il demande à Didier de préciser l'emplacement exact de la carrière où les corps ont été enterrés. Didier fournit des indications approximatives, mentionne une route départementale près de Beaufort-en-Vallée, une clairière accessible uniquement à pied, un tas de gravats qui servaient de repère. Arnaud transmet immédiatement ces informations à son équipe, qui organise une opération de fouille pour le lendemain. En parallèle, Michel Barnier est confronté aux aveux de Didier. Face à ces révélations, Michel finit par admettre sa participation, mais il accuse Didier d'avoir été l'instigateur du plan et de minimiser son propre rôle dans les meurtres. Les deux versions divergent sur plusieurs points, mais l'essentiel est confirmé. La famille Delcourt a bien été enlevée, tuée et enterrée dans une carrière abandonnée. Les fouilles commencent le 28 juin 2013 à l'aube. Une équipe de 20 gendarmes, accompagnée de chiens de recherche et d'experts en médecine légale, se rend sur le site indiqué par Didier. La zone est immense, couverte de végétation dense, parsemée de trous et de monticules de gravats.
Les recherches s'annoncent longues et difficiles. Les chiens commencent à flairer le terrain, guidant les enquêteurs vers plusieurs zones suspectes. Après 4 heures de fouille, vers 11h30, l'un des chiens marque un arrêt près d'un talus recouvert de ronces. Les gendarmes dégagent la végétation et découvrent une zone où la terre semble avoir été remuée, bien que la nature ait repris ses droits depuis 13 ans. Ils commencent à creuser avec précaution à la pelle et à la main pour préserver d'éventuelles preuves. À 50 cm de profondeur, ils découvrent des fragments de tissus décomposés, puis des ossements humains. Les fouilles se poursuivent méthodiquement, révélant les restes de 4 corps enterrés côte à côte. Les experts en médecine légale effectuent les premiers examens sur place. Les ossements correspondent à 2 adultes et 2 enfants, conformément aux aveux de Didier. Les vêtements décomposés, bien que difficilement identifiables, présentent des similitudes avec ceux portés par les Delcourt le 17 juillet 1999. Des analyses ADN sont immédiatement ordonnées pour confirmer formellement l'identité des victimes. Les prélèvements sont envoyés en urgence au laboratoire et les résultats arrivent le 3 juillet 2013. Il s'agit bien de Julien, Marion, Léa et Maxime Delcourt. 13 ans après leur disparition, la famille est enfin retrouvée. Mais cette découverte, loin d'apporter un soulagement, plonge les proches dans une douleur renouvelée. Le frère de Julien, prévenu le jour même, s'effondre en apprenant la confirmation du pire scénario. Il avait gardé espoir pendant toutes ces années, imaginant parfois que la famille avait refait sa vie ailleurs, sous de nouvelles identités. Désormais, il n'y a plus de place pour le doute, seulement pour le deuil. Le 5 juillet 2013, Didier Arnaud et Michel Barnier sont officiellement mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinats aggravés. Ils sont placés en détention provisoire dans des établissements séparés. Didier continue de coopérer avec les enquêteurs, fournissant des détails sur le démantèlement de la Laguna, les noms des receleurs ayant acheté certaines pièces et les transactions financières effectuées pour acheter le silence de complices mineurs. Michel, lui, maintient une version dans laquelle il minimise son rôle, affirmant avoir été manipulé par Didier. Les enquêteurs recoupent les témoignages, analysent les relevés bancaires, interrogent les personnes citées par Didier. Plusieurs individus sont entendus. Certains admettent avoir manipulé des pièces de voitures suspectes en 1999, mais tous affirment avoir ignoré leur origine criminelle. Aucun n'est poursuivi, faute de preuves de complicité consciente. En septembre 2013, les obsèques officielles de la famille Delcourt sont organisées à Angers. Des centaines de personnes se rassemblent à l'église Saint-Maurice pour rendre hommage à Julien, Marion, Léa et Maxime. Le frère de Julien prononce un discours poignant, remerciant les enquêteurs pour leur persévérance, évoquant la mémoire de sa famille disparue et appelant à une justice exemplaire pour les responsables. Les médias nationaux couvrent largement l'événement, rappelant les circonstances de la disparition, la découverte de la caméra jetable, les aveux de Didier et l'horreur de ce crime prémédité qui a viré au massacre. L'affaire Delcourt devient l'un des symboles des drames familiaux non résolus pendant des années, avant qu'un détail oublié ne change tout. La caméra jetable, cet objet banal qui aurait pu finir à la poubelle, a finalement permis de rouvrir une enquête que tout le monde croyait condamnée à l'oubli. Le procès de Didier Arnaud et Michel Barnier s'ouvre en mars 2015, soit presque 16 ans après les faits. Les débats durent 3 semaines, au cours desquels les 2 accusés maintiennent des versions contradictoires sur leurs responsabilités respectives. Didier plaide coupable, demande pardon aux familles, tente d'expliquer son geste par la pression financière et la panique. Michel, lui, nie avoir prémédité les meurtres, affirme avoir agi sous la contrainte de Didier et tente de se présenter comme une victime collatérale. Mais les preuves accumulées, les témoignages, les enregistrements et surtout la découverte des corps ne laissent aucun doute sur leur culpabilité commune. Le 25 mars 2015, le verdict tombe. Didier Arnaud est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, Michel Barnier à 28 ans. Les familles des victimes, bien que soulagées de voir les coupables punis, savent que rien ne ramènera Julien, Marion, Léa et Maxime. La justice a été rendue, mais le vide laissé par leur disparition reste immense et irréparable. En 2016, un documentaire télévisé retrace l'affaire Delcourt, de la disparition initiale jusqu'au procès. Le réalisateur interroge les enquêteurs, les proches, et consacre une large partie du reportage
à Laurent Gervais, le témoin silencieux dont la culpabilité posthume a finalement permis de résoudre l'énigme. La lettre de Laurent est lue intégralement à l'écran, provoquant une émotion intense chez les téléspectateurs. Beaucoup se demandent comment l'affaire aurait pu être résolue plus tôt, si Laurent avait trouvé le courage de parler en 1999. D'autres lui pardonnent, comprenant la peur et la pression psychologique qu'il a dû ressentir. Chantal Gervais, la sœur de Laurent, est également interviewée. Elle explique qu'elle a mis du temps à digérer le secret de son frère, mais qu'elle a fini par accepter que Laurent était lui aussi une victime de cette tragédie, victime de sa propre incapacité à affronter la vérité. En 2018, la caméra jetable Kodak est exposée au musée de la gendarmerie à Melun, dans une section consacrée aux affaires criminelles résolues grâce à des indices inattendus. L'objet, désormais iconique, symbolise l'importance de la ténacité des enquêteurs et la fragilité des secrets enfouis. À côté de la caméra, une plaque commémorative rappelle les noms de Julien, Marion, Léa et Maxime Delcourt et rend hommage à toutes les victimes de disparitions inexpliquées. Chaque année, des milliers de visiteurs s'arrêtent devant cette vitrine, observent cet appareil photo vieilli et prennent conscience qu'un simple objet oublié peut parfois révéler des vérités enfouies pendant des décennies. L'affaire Delcourt reste gravée dans la mémoire collective d'Angers et au-delà, rappelant que certains mystères, même les plus impénétrables, finissent toujours par livrer leurs secrets. 13 ans séparent la disparition de la famille Delcourt et la découverte de la caméra jetable qui a tout changé. 13 ans pendant lesquels les enquêteurs ont exploré toutes les pistes, interrogé des dizaines de témoins, fouillé des centaines de kilomètres carrés sans jamais trouver la moindre trace. 13 ans pendant lesquels les proches ont oscillé entre espoir et désespoir, imaginant 1000 scénarios, refusant d'accepter la réalité jusqu'à ce que les preuves deviennent irréfutables. Cette affaire illustre à quel point un détail apparemment insignifiant, une photo floue, une silhouette en arrière-plan, un carnet oublié, peut bouleverser une enquête et révéler des vérités que personne n'imaginait. Laurent Gervais, témoin malgré lui, a emporté son secret dans la tombe, mais sa lettre posthume a permis aux enquêteurs de reprendre le dossier sous un angle totalement différent et de finalement identifier les responsables de ce drame familial. Aujourd'hui, le lac de Maine à Angers reste un lieu paisible, fréquenté par des familles, des promeneurs, des amateurs de nature. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire des Delcourt, ce site garde une aura sombre, un souvenir indélébile de ce jour de juillet 1999 où 4 vies ont basculé en quelques minutes. Une plaque discrète a été installée près de l'endroit où la famille avait pique-niqué, rappelant leur mémoire et invitant les visiteurs à une réflexion sur la fragilité de l'existence. Les années passent, les saisons se succèdent, mais le mystère de cette disparition désormais résolue continue de fasciner et de questionner. Comment un plan aussi simple a-t-il pu dégénérer en tragédie absolue? Comment 2 hommes ordinaires ont-ils pu commettre l'irréparable, puis vivre pendant 13 ans avec ce poids écrasant? Ces questions restent sans réponse satisfaisante, et elles alimentent encore aujourd'hui les débats sur la nature humaine, la culpabilité et les limites de la rédemption. L'affaire Delcourt a également marqué un tournant dans la gestion des disparitions inexpliquées en France. Suite à cette affaire, les autorités ont renforcé les protocoles de recherche, amélioré les bases de données sur les véhicules et les personnes disparues, et encouragé les témoins à signaler le moindre détail suspect, même des années après les faits. La découverte de la caméra jetable a prouvé que certains objets, certains indices, peuvent rester cachés pendant des décennies avant de refaire surface et de changer le cours d'une enquête. Aujourd'hui, si vous connaissez des informations sur une affaire non résolue, si vous avez été témoin d'une scène étrange, si vous possédez un objet qui pourrait avoir un lien avec une disparition, n'hésitez pas à contacter les autorités. Chaque détail compte, chaque témoignage peut faire la différence. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, d'autres mystères qui ont marqué la France. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette affaire et partagez cette vidéo autour de vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.